Un guide pour décoloniser le langage de la conservation, c'est l'initiative portée récemment par Survival International, une ONG qui défend les droits des peuples autochtones et milite pour décoloniser la conservation de la nature. Alors qu'est-ce que cela veut dire? C'est justement l'objet de cette interview. Martin Léna, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de plaidoyer chez Survival International. Comment vous allez? Très bien. Alors vous avez écrit ce guide pour décoloniser le langage de la conservation. Vous allez nous expliquer, il faut questionner, vous dites, l'utilisation des mots, l'utilisation des concepts dans le domaine de la conservation de la nature afin de vraiment pouvoir faire face aux enjeux climatiques et à la protection de la biodiversité. Oui, tout à fait. Alors en fait, ce guide s'inscrit dans notre campagne plus large pour décoloniser la conservation de la nature, c'est-à-dire contre les violations des droits des peuples autochtones qui sont commises au nom de cette conservation de la nature. Ça va passer surtout par des aires protégées qui, en Afrique et en Asie principalement, suivent un modèle de conservation forteresse, c'est-à-dire qui va reposer sur l'expulsion des peuples autochtones de leur territoire et qui va mener à la création d'espaces militarisés. Et si les personnes tentent de retourner sur leur territoire, vont faire face à une violence énorme. Et on part du principe que ce modèle de conservation forteresse, qui a des racines coloniales et qui est profondément raciste, est rendu possible par des mythes, par des idées reçues qu'ils sous-tendent en fait. Et donc c'est ça qu'on a essayé de questionner avec ce guide, qui essaie de déconstruire. Du coup, ce que ça signifie aussi, c'est qu'il faut remettre en cause notre vocabulaire. Vous remettez en cause en tout cas le vocabulaire qu'on emploie quand on parle de conservation de la nature et quand on parle même plus généralement de la nature, parce que même le mot nature, par exemple, le concept même de nature, pour vous, il est problématique. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un concept assez occidental aussi, de penser que la nature est séparée des êtres humains, parce que, par exemple, ce que nous considérons comme la nature, pour beaucoup de personnes, et notamment les peuples autochtones, ça représente le fondement de leur identité, ça représente leurs moyens de subsistance, ça représente leur jardin, voilà. Et plus précisément, en fait, c'est aussi la question de nature sauvage qu'on remet en cause, puisque ça, c'est vraiment un des mythes fondateurs de ce modèle de conservation forteresse qui a mené à la création des premiers parcs nationaux américains, finalement, et qui reposait sur cette expulsion des peuples autochtones. Oui, parce que c'est un modèle qui nous vient des États-Unis, justement. Oui, c'est ça, la wilderness, ça a été inventé au moment de la création des premiers parcs nationaux américains, c'est ça, qui sont connus comme les espaces les plus sauvages de la planète, mais en fait, c'est des espaces qui ne sont pas sauvages du tout et qui ont été façonnés, vécus par les peuples autochtones depuis toujours. Et c'est le cas aussi pour d'autres espaces comme l'Amazonie ou le bassin du Congo, là où les aires protégées continuent encore aujourd'hui d'expulser les peuples autochtones. Mais du coup, c'est quoi? C'est des concepts, c'est des imaginaires coloniaux? Parce que, en fait, finalement, quand on se pose la question... la nature, vous dites que justement pour un certain nombre de peuples, on ne distingue pas forcément l'homme de la nature, ou en tout cas nos civilisations de la nature, mais du coup c'est quoi? C'est une vision ethnocentrée? Oui, totalement, c'est une vision ethnocentrée, c'est une vision occidentale et c'est une vision coloniale aussi, puisque de présenter ces espaces comme sauvages, c'est aussi profondément idéologique et ça permet de justifier l'expulsion ou l'expulsion des personnes ou la création de zones soi-disant de protection. Et en fait, voilà, c'est ça qui a vraiment justifié ça et qui sert encore maintenant. Comme on peut penser aussi pendant la colonisation au concept de la terra nullius, la terre de personne, qui a été utilisée par les colons britanniques pour justifier la colonisation de l'Australie. On retrouve ces mêmes questions aujourd'hui. Alors du coup, vous critiquez un certain nombre de notions à travers ce guide, des notions qui sont pour certaines pourtant devenues très populaires dans notamment les milieux de recherche, les milieux scientifiques, en écologie. Je pense notamment à la notion des solutions fondées sur la nature. On l'a vu, c'est quand même quelque chose, c'est un concept, les solutions fondées sur la nature qui sont aujourd'hui en vogue, qui sont très portées notamment dans notre actualité, qui sont portées par les politiques, qui sont portées par les ONG, qui sont portées par les laboratoires en écologie. On l'a vu, notamment des ONG, des organisations comme l'UICN, on les met vraiment en avant. Mais vous n'êtes pas d'accord pour parler de solutions fondées sur la nature, alors qu'on a là pourtant un concept qui nous semble, à première vue, plutôt rationnel, c'est-à-dire qu'on se base sur l'écologie pour faire de l'écologie. Non, alors c'est vrai que c'est un terme qui est très à la mode, mais
qui est plus complexe qu'il n'y paraît, et finalement qui n'a pas vraiment de définition. Comme vous dites, c'est utilisé par beaucoup de monde, beaucoup d'associations, beaucoup d'institutions comme l'IUCN, mais en fait, il n'y a pas de définition claire. Et ce dont on se rend compte, c'est que derrière ce terme un peu joli et qui donne envie de s'engager, se cachent d'autres concepts beaucoup moins efficaces pour protéger la nature. Parce que derrière le concept de solutions fondées sur la nature, il y a des concepts comme la reforestation, des choses comme ça qui paraissent à première vue plutôt intéressantes. Mais qui posent pas mal de problèmes. Et un des problèmes et un des mécanismes qui se cachent derrière ce terme, c'est la compensation carbone. Et ça, donc c'est le fait que des entreprises puissent continuer à polluer si elles achètent des crédits. Et donc ces crédits sont générés toujours en fait aux dépens des territoires des peuples autochtones et des peuples autochtones eux-mêmes. Ça va passer soit par donc la génération de crédits en évitant la destruction, donc ça va justifier justement encore plus d'aires protégées strictes qui vont mener aux violations dont on a parlé, et ça peut aussi être par des projets de forestation, de boisement ou de reboisement qui encore une fois risquent de mener à l'accaparement des terres des peuples autochtones, à des violations des droits humains et aussi à la destruction d'écosystèmes, puisque parfois pour planter des arbres, ça va être souvent des monocultures, ça mène à la destruction d'autres écosystèmes comme des savanes, des prairies, qui elles aussi pourtant absorbent du carbone, mais voilà, en fait on pense que ce terme reflète beaucoup d'excuses pour ne pas s'attaquer aux vraies causes de la destruction de la biodiversité et du changement climatique, à savoir les émissions de gaz à effet de serre et tout ce qu'on a en tête. Alors au cœur de votre critique, vous l'avez dit tout à l'heure au début de cette interview, vous parlez de conservation forteresse. On se demande un peu ce que c'est que la conservation forteresse. Vous dites justement par rapport à ça qu'il faut briser cette conservation forteresse. Alors qu'est-ce que c'est exactement la conservation forteresse? Et justement, on est là dans ce modèle colonial à nouveau. Oui, c'est ça. Donc en fait, la conservation forteresse, c'est encore le modèle qui est dominant aujourd'hui en Afrique et en Asie pour la création de ces fameuses aires protégées. Donc ça va être par exemple les parcs nationaux qui, pour être créés, tout à l'heure, dont on parlait, vont mener à l'expulsion. Et à l'expulsion des peuples autochtones de leurs terres, vont se retrouver fortement militarisés avec des gardes forestiers. Et ces parcs nationaux vont être financés, et ces gardes vont être soutenus par les gouvernements occidentaux et par les grandes ONG de conservation occidentales, comme le WWF ou WCS pour les anglo-saxons. Et donc c'est tout un modèle déjà qui repose sur l'idée qu'on ne peut pas faire confiance aux peuples autochtones pour s'occuper de leurs propres terres, qu'en fait leurs activités sont néfastes pour les territoires, alors même que 80% de la biodiversité se situe sur les territoires des peuples autochtones. Et du coup ça va justifier leur expulsion et des violences horribles quand ils tentent d'y retourner pour faire finalement ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire cueillir des plantes médicinales, chasser pour se nourrir, etc. À vous écouter, on se dit un petit peu que l'histoire de la conservation, elle est affreuse, elle est horrible, elle est liée à la colonisation, elle est enracinée peut-être aussi dans cette histoire du racisme aussi. On parle des États-Unis, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi la question de l'Afrique, notamment avec la responsabilité même des anciens empires coloniaux français notamment. Donc le colonialisme, la suprématie blanche, la violence en fait, tout simplement. Oui, en fait, c'est totalement ça. Et donc, comme vous le dites, la conservation est encore aujourd'hui et enracinée dans ces considérations coloniales et racistes. Et donc, il y a encore des racines coloniales qui ont un impact aujourd'hui. Et par exemple, les grandes ONG de conservation ont un passé colonial. Par exemple, le WWF a été créé en 1961. Vous avez d'ailleurs porté plainte contre le WWF, il y a une procédure. On peut en reparler si vous voulez dans 2 secondes. Et du coup, ça a été créé pour lutter contre l'africanisation des parcs naturels africains. Donc vraiment, ça a des racines coloniales. Et ces organisations n'ont pas du tout remis en question ce passé. Et c'est pour ça que ça a encore un impact maintenant. Ces principales ONG, donc vous parlez beaucoup de WWF notamment, qui sont concernées. En fait, on peut se dire finalement que c'est aussi des multinationales, mais des multinationales de gestion de parcs. Ouais, mais totalement. Et d'ailleurs, l'OCDE, auprès de laquelle on a déposé une plainte, c'était justement une plainte qui portait sur les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales. Et du coup, l'OCDE a accepté d'étudier notre plainte contre le WWF face à ces principes, en justifiant sa décision par le fait que le WWF pouvait s'apparenter à une entreprise multinationale parce qu'elle avait des activités commerciales, parce qu'elle générait des revenus avec ses activités de conservation. C'est-à-dire que la conservation, en fait, c'est un business, quoi. Oui, totalement. Alors non seulement il y a une économie de la conservation. Ouais, exactement. Et donc c'est non seulement enraciné dans le colonialisme et le racisme, mais aussi dans le capitalisme, puisque en fait, une fois qu'on a expulsé les peuples autochtones de leur territoire,
qui en étaient les meilleurs protecteurs, puisqu'ils en dépendaient et ils l'ont toujours façonné et protégé, ça laisse le champ libre pour plein d'autres types d'activités humaines qui sont beaucoup plus néfastes et qui s'effectuent souvent en partenariat avec les ONG qui prétendent protéger la nature. Et ça va être par exemple des partenariats avec des entreprises forestières en leur apposant un petit label durable, des partenariats avec tout un tas d'entreprises extractivistes et aussi avec le tourisme de masse, la chasse aux trophées. Donc le but, c'est toujours de générer des revenus. On parlait tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de la compensation carbone, mais là aussi, justement, avec ce que vous me racontez, on est peut-être aussi dans une vision consumériste de la nature. C'est ça ce qu'on appelle la marchandisation de la nature ? Oui, c'est un des axes aussi qu'on essaye de mettre en avant et qu'on essaye de déconstruire avec ce guide. Et cette marchandisation, encore une fois, ça risque de mener à toujours plus d'accaparement des terres des peuples autochtones. Et donc voilà, c'est en fait toujours contre les mêmes et c'est un peu à l'opposé d'une justice environnementale et d'une justice climatique, puisqu'on va faire payer le prix de notre destruction aux personnes, aux communautés qui en sont moins responsables. C'est ce que vous appelez aussi le colonialisme vert ? Oui, voilà, c'est ça, c'est tous ces éléments-là, ça peut... D'ailleurs, j'ai même vu dans certaines de vos communications que vous parlez même parfois d'écofascisme. Oui, alors ça, c'est un terme compliqué qui est de plus en plus étudié aussi par le milieu universitaire. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est aussi qu'il y a tout un aspect de la conservation qui s'ancre dans des théories un peu eugénistes, dans des théories néo-malthusiennes. On entend aussi parler de surpopulation comme une menace à la biodiversité, à la nature. Et en fait, ça on défend aussi l'idée que c'est complètement raciste, puisque quand on entend les ONG, les différentes structures de conservation parler de surpopulation, c'est toujours pour désigner les peuples en Afrique, en Asie, et qui, encore une fois, sont les moins responsables de la destruction de l'environnement. Donc c'est aussi profondément raciste, et on retrouve aussi ces questions dans la naissance du mouvement aux États-Unis. Donc c'est un peu ces questions. Et pourtant, vous l'avez dit tout à l'heure, 80% de la biodiversité mondiale se situe dans les territoires autochtones. Ce que vous dites en fait aussi avec ce guide, c'est que finalement les peuples autochtones sont peut-être les meilleurs gardiens de la nature. Enfin, encore une fois, j'emploie le mot, je dis le mot nature ici, même si en réalité on l'a vu dans cette conversation, l'usage de ce mot, il est peut-être lui-même problématique et relève d'inconscients coloniaux, mais encore une fois, on fait de l'écologie peut-être sans ces peuples. Oui. Et nous, on défend l'idée que la meilleure solution à la perte de biodiversité, c'est de reconnaître les droits territoriaux des peuples autochtones, puisque de plus en plus d'études scientifiques montrent que les territoires gérés par les peuples autochtones ont des résultats de conservation bien meilleurs que tout autre type de gestion, y compris les aires protégées. Et donc voilà. Et d'ailleurs, c'est donc non seulement en termes d'efficacité, mais aussi en termes de droits, puisque c'est des droits qui leur sont reconnus. Les peuples autochtones ont des droits spécifiques de par ce statut-là, à l'autodétermination, au consentement libre, informé et préalable pour tout projet qui pourrait affecter leurs terres, et des droits territoriaux. Mais quand même, j'ai envie de vous poser la question, parce que là, avant de conclure l'entretien, on se pose, les gens qui nous regardent doivent se dire quand même, mais on parle d'aires protégées, mais les aires protégées, quand on parle de ces espaces, de ces territoires, je veux dire, on parle là de choses très variables, très différentes selon des réalités très diverses, selon les continents, les pays où on se trouve. Je veux dire, une aire protégée en France, c'est quand même pas exactement la même chose qu'une aire protégée, je sais pas moi, en Ouganda ou en Tanzanie. On est peut-être là face à des réalités différentes. Est-ce que c'est forcément problématique, une aire protégée ? Alors là, on est bien sûr face à des réalités différentes qui sont représentées par le même terme. Et d'ailleurs, c'est un des termes du guide qu'on essaye de clarifier. Et il y a réellement un double standard, un 2 poids 2 mesures entre les aires protégées en Europe et les aires protégées en Afrique, en Asie. Par exemple, en Europe, les personnes ont le droit d'aller dans les parcs, il y a des villages, et les activités humaines sont présentées comme faisant partie intégrante du paysage. Par exemple, dans les Cévennes, les activités des bergers vont être présentées comme enrichissant Mais même en France, le parc national des Cévennes est un peu particulier par rapport aux autres parcs nationaux. Ouais. Par rapport à l'inclusion des activités économiques dans le parc. Et il y a aussi, ça pose aussi d'ailleurs des problèmes, y compris avec les bergers, etc. Mais c'est-à-dire qu'on a un rapport différent. Il y a quand même un rapport différent, alors que par exemple, on voit que les Maasai en Tanzanie, qui sont en Tanzanie, au Kenya, qui ont aussi cette activité pastorale, sont dénoncés
et font face d'ailleurs à des expulsions massives et subissent des répressions massives également, sont dénoncés comme étant les destructeurs du territoire, comme faisant du surpâturage, alors qu'en fait c'est des activités qui ont toujours existé, et c'est encore une fois cette idée que la nature est sauvage et qu'il faudrait exclure les personnes qui y ont toujours vécu, c'est totalement erroné. On va conclure là-dessus, mais je vous pose la question parce que quand même on est dans l'actualité, notamment avec la prochaine COP biodiversité. Parce que ce prochain sommet de la COP biodiversité, qui est justement en lien avec la question de la Convention sur la diversité biologique, qui aura lieu normalement en décembre au Canada, mais ça a été repoussé tellement de fois qu'on ne sait pas. Finalement, les leaders mondiaux, les gouvernements, les États, ils prévoient de convenir ensemble de transformer 30% de la Terre en aire protégée d'ici 2030. C'est notamment un objectif du gouvernement français, du président de la République Emmanuel Macron. Il l'a dit, il l'a répété plusieurs fois, notamment au congrès de l'UICN à Marseille il y a un an. Contrairement à de nombreuses ONG qui soutiennent cet objectif, vous n'êtes pas du tout en phase avec ce projet. Non, effectivement, on pense que c'est un projet qui risque d'être très dangereux, et on n'est pas les seuls non plus à le penser. En fait, c'est un projet qui a un objectif qui n'inclut aucune garantie pour les droits territoriaux des peuples autochtones. Donc, transformer 30% de la planète en aires protégées, ça reviendrait à doubler la surface des aires protégées. 10% et donc, en protection forte. Voilà, et donc potentiellement à doubler les violations des droits humains. C'est aussi un objectif qui a été pensé dans un contexte occidental et qui a aucune réalité scientifique. Et pourtant, toutes les ONG, de Greenpeace à WWF, justement, toutes soutiennent ce projet. Oui, alors il y en a certaines comme WWF qui ont un intérêt direct, puisque ça va amener toujours plus de fonds pour leurs activités, mais du coup toujours plus de violations pour les peuples autochtones qui seront affectés, et d'autres qui soutiennent, on se demande pourquoi, mais voilà, il y a un vrai risque d'accaparement des terres, et il y a des études qui montrent qu'il y a jusqu'à 300 millions de personnes qui pourraient être affectées négativement par cet objectif. Donc globalement, si je vous écoute, ça va être votre mot de la fin. Il s'agit en fait pas seulement de décoloniser le langage, mais il s'agit de décoloniser en fait toute la conservation. Voilà, c'est tout un modèle à remettre en question, mais ça passe d'abord par s'informer sur les termes qu'on utilise et les termes auxquels on est confronté depuis toujours et partout. Donc je vous invite à lire ce guide qu'on retrouve sur le site de Survival, donc survivalinternational.fr, pour essayer de déconstruire ces termes qui mènent à des implications concrètes et violentes pour les peuples autochtones. Je vous remercie Martin, Léna, merci d'être venu et d'avoir accepté l'invitation du média.